Je m'appelle Julie Hudon, je suis une chanceuse d'avoir connu mon petit papa Guy qui a fait grandir ces beaux monuments-là ici. Mon père était très fier de ça. Les fouilles ont commencé avant les projets de Guy, là. Les fouilles archéologiques, c'était en 69-70 que ça avait starté, là. Puis papa, lui, on est arrivé ici en 71. Puis là, c'est là que c'était impliqué en s'en venant de... On arrivait de Rivière-du-Loup, puis il avait suivi le sentier du Grand Portage, parce que c'est lui qui il était instigateur là-dedans aussi, avec un autre monsieur de... Je sais qu'il y avait un patoine de Saint-Honoré dans l'époque là-dedans, là. Puis papa, il s'est emmené avec ça, le sentier du Grand Portage. Puis en arrivant à Cabano, il savait que c'était le bout du sentier, c'était le Fort Ingall. Papa, c'était un défonceur. Papa, il savait qu'il avait appris qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait eu ici un fort, quelque chose pour une guerre ou quelque chose comme ça. Et lui, quand il rentrait dans quelque chose, il fallait qu'il y aille au fond. Papa, ben, il était trop curieux. Il est allé fouiller, il est allé voir qu'est-ce qui se passait. Il est allé aux archives, puis ils ont monté à Québec pour aller, avec Marc-André, il était allé chercher des documents qui ont fait en sorte qu'il y avait les plans et tout ça, là. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui serait monté à Québec, puis ils ont forcé là, pour on veut voir les plans. Le projet ici a été parti un peu à cause de son énergie et puis de sa ténacité. C'est lui qui a réussi, je pense, à convaincre les décideurs de faire ce projet-là. Il a déterré les morts, au vrai sens du mot, parce qu'ils ont tassé le cimetière pour déterrer les parties du phare. Ce gars-là était décidé. C'était un train, là. Il était pas... quand il a décidé qu'il faisait un phare, il l'a fait. Rock et Richard m'en parlaient avec beaucoup de nostalgie, d'appréciation. Donc, je pense que c'est probablement la personne qui a été la plus importante. S'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas de Fort Ingall. Ça n'existerait pas. On est à Cabano à une époque où on a perdu le principal donneur d'ouvrage, qui est la Fraser, hein, la compagnie, le Moulin Fraser, qui est aujourd'hui le Parc Clair-Soleil. On a perdu, il y a eu l'incendie du moulin, les gens de Cabano se sont révoltés pour avoir une nouvelle usine, pour pouvoir vivre de leur bois. Donc, il y a toute une série d'événements historiques qui sont associés à ça. Et là, dans ce paysage-là, politique et économique, il y a le projet du Fort Ingall qui arrive. Quand mon petit papa, il dépliait les plans, là, il arrivait à la maison avec des plans, là. Puis là, il nous expliquait ça, puis il nous montrait ça, là. Puis c'était impressionnant, là. Un fort de guerre, là. Tu n'attendais pas de voir ça à Cabano, là. Donc, on peut imaginer que c'est pas tout le monde qui était d'accord avec le fait de mettre des millions dans un fort de campagne britannique, quand on aurait voulu mettre ces millions-là peut-être dans une usine pour faire travailler des gens. Quand je suis rentré au poste en 1978, c'était tout un défi parce que la construction n'était pas encore complétée. Il y avait encore de la construction. Il y avait même des fouilles archéologiques encore qui se faisaient cette période-là. C'était intéressant pour l'animation durant les vacances d'été. Et les fouilles archéologiques, bien, on pouvait montrer de visu qu'est-ce que c'était exactement. Et aussitôt que les fouilles archéologiques ont commencé, il y avait des visiteurs. Il y a toujours eu des visiteurs ici. Puis ça m'a surpris, parce que d'habitude, quand on fait des fouilles, c'est un petit peu, comment je dirais ça, un appart, tu sais. De voir des messieurs, les corriers du bois à hache, là, puis le forgeron qui faisait les clous, là, puis les pentures, là. Ça, c'était assez impressionnant là, pour un jeune homme. Il y en avait 2-3 qui corrissaient le bois, puis qui montaient à charpente. Il était peut-être bien 4-5. Et donc, il y a eu des emplois qui ont été créés, mais je peux comprendre que pour les gens de Cabano, c'était pas une usine, puis c'était pas des emplois permanents durables. C'est une reconstitution, puis c'est pas un semblant de reconstitution. Ils ont vraiment reconstruit comme ils avaient fait à l'époque, là, vraiment, vraiment pareil, jusqu'aux mêmes essences d'arbres. Mais c'est quand même impressionnant là, que des millions de dollars ont été investis comme ça dans les années 70 pour rebâtir en région un fort pour lequel il n'y avait plus aucun vestige. Aujourd'hui, on trouve ça admirable. On aimerait que ça se produise plus, mais peut-être un jour. On a commencé avec les moyens qu'on avait, avec ce qu'on pouvait faire.
On a vu grandir le fort, là, tout se construisait. Moi, quand j'étais guide, fait qu'on avait beaucoup de gens à faire visiter. C'était des groupes de 20 à 25. La visite durait 1 heure et demie. On descendait sur la berge, on montait. Ça s'arrêtait pas. C'était 7 jours. Les premières années, c'était un feu roulant, ça s'arrêtait pas. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. Les gens de la place étaient aussi... ça manifestait beaucoup. Ça venait visiter, ça amenait leurs visites. Puis il y avait des expositions à l'intérieur aussi qui rappelaient les anciens de Cabano. Fait que ça aidait aussi à la visite, là. Mes premières rencontres avec le fort, ça s'est fait quand j'ai fini mes études. Il y avait un projet qui était en route, puis une personne qui avait démissionné. Et puis, c'était sur le sentier du Grand Portage. On devait faire la marche du sentier Grand Portage, évaluer chaque ponceau, chaque chalet, dans quel état il était, pour y intégrer des panneaux d'information historique sur le sentier. Par la suite, bon, ça s'est terminé. Marc-André a laissé, on a ouvert un poste. C'est à ce moment-là que j'ai posé ma candidature comme régisseur au fort. Le Fort Engal, je dois dire que moi, quand j'arrivais, là, je me suis dit, ça, c'est le centre d'intérêt culturel d'une région. On va ramifier, on va aller chercher des gens. J'avais un bac en histoire, j'étais intéressée par l'histoire, c'est ça que j'aimais. Ça veut dire que quand il y avait des choses qui se faisaient, oui, pour apporter de l'argent, on peut briser un peu le contexte historique pour faire vivre l'organisme. Il y a tout le temps ça qui était en jeu, là. Puis on a fait les tentatives du Café de l'Adjudant. On avait des spectacles aussi qui se donnaient avec on était associés avec la Rosec. J'ai travaillé 2 ans au Fort Engal comme guide animateur. Dans cette époque-là, on avait le Café de l'Adjudant qui était ici, là. Puis là, on avait accès à des spectacles. Puis j'aimais ça. On a vu des spectacles de Richard Seguin, Jim Corcoran, puis Alain Lamontagne. On a vu plein, des beaux spectacles qui se passaient ici, là. C'était intime, c'était beau. C'est sûr que la venue de la fille à Gréal, c'était quand même quelque chose qui était important, puis ça a attiré beaucoup de personnes. Il y a eu la soirée aussi du 75e de Cabano. Il y avait eu une belle soirée pour ça aussi, puis ça s'était fait au fort. Quand Marc-André a quitté, il avait proposé de fêter une famille souche. Puis les gens avaient donné leur nom pour... puis finalement, ça s'était fait, puis ça avait bien fonctionné. Là, l'exposition sur les gens de Cabano avait quand même, mettons, je ne peux pas dire exactement, peut-être 5-6 ans. Bien là, le Cabano ne venait plus. Là, ils avaient tout vu ce qu'il y avait à voir. Là, il fallait faire des rapprochements avec la population. Bien, les années 80-90, c'est vraiment une période où le fort était terminé de construire. Le but n'était plus de reconstruire des bâtiments. Et là, il fallait trouver une nouvelle vocation, finalement, au fort. Je pense que c'est différent pour les années 80 puis 90, parce que dans les années 80, le Fort Engal était beaucoup axé sur la société d'histoire, donc avec la revue d'histoire, avec les différents projets aussi d'inventaire du patrimoine bâti, de fêtes de famille, d'artisanat. Donc, tous les projets avaient plus une vocation histoire locale. Le fort était plus dirigé vers les Témiscouatins. Puis, les années 90, bien, l'exposition est arrivée en 89. Donc, les années 90, là, c'était plus un lieu touristique. Le fort s'est résolument tourné comme étant une attraction touristique, un endroit où on va, où on amène sa famille en vacances. Donc, il y a comme, je pense, 2 vies différentes là, entre les années 80 et 90, c'est la façon dont je le perçois, en tout cas. Ça a été ça. Là, maintenant, on se gratte la tête. On développe ça comment? Le lien conducteur qui était le militaire. Donc, quelle activité je peux faire qui est militaire? C'est rabattu sur Franche de la Marine. C'était le musée Stewart, je pense, Montréal. Une affaire comme ça. Où était leur camp de base. Puis ça, c'était une troupe des étudiants qui, l'été, s'amusent à faire les soldats. Puis ils se promènent à donner des spectacles. C'est tout un spectacle, là. C'est des vrais canons, la vraie poudre, là, ça boum, là, des fusils. Ils reconstituent une bataille de l'époque. Fait qu'on a réussi à les faire venir au Fort Engal. Tu aurais dû voir le spectacle, madame, comme fond d'écran. Eux, ils étaient fous comme de la marde. Ils se retrouvaient, leur équipe se retrouvait dans un phare en bois de 1839. Pour eux autres, c'était le jackpot. Ils ont dit oui presque tout de suite.
Tout le devant, ça avait servi là, de champ de bataille. Les canons, la vibration, juste la vibration, l'air était lourd, je me rappelle, c'était humide, chaud l'été, début d'août, les palissades qui retiennent le son, la foule, le son des canons, ça vibrait là-dedans, là, le monde, ça riait. C'était le genre d'activité qu'on essayait de recréer. Là. Les problèmes qui sont apparus, c'était en termes de palissade, les potomètres qu'on appelle. C'est que la palissade, c'est tu as un poteau, puis un autre poteau. Puis entre les deux poteaux, ben, tu en as 10 qui sont accrochés dessus. Donc, les poteaux qui soutiennent tout ça, c'est planté dans le sol. Ils ont vraiment pris le soin de reconstruire comme à l'époque. Puis à l'époque, ben, ils l'ont occupé 3-4 ans. Après ça, ils sont partis. Après 15 ans, le phare était à terre, là. Les palissades, ça pourrissait. Donc, ils ont refait pareil comme à l'époque. C'est que ça a fait comme à l'époque. Ça a pourri. À la fin des années 80, premièrement, le phare était dans un mauvais état. Il y avait des gros travaux à faire. Puis là, ben, en même temps, il y a eu un questionnement de comment on se positionne. C'est quoi le phare Ingalls? Parce que là, il faut investir des centaines de milliers de dollars pour le réparer. Mais est-ce que c'est juste une maison de la culture ou est-ce que c'est une destination, finalement? Fait que je pense que cette réflexion-là qui a été faite et la décision a été d'en faire un lieu touristique. Mon nom, c'est Richard Belzile. J'ai travaillé au Fort Ingalls à partir de 1987, à partir d'un fait opérationnel qu'il fallait faire une campagne de financement. J'étais sur le conseil d'administration et on m'a demandé si j'avais un intérêt à... C'est Claude Tardy, à l'époque, qui était directeur. Oui, je peux essayer ça. Et il y a eu un investissement massif là, au niveau touristique, au niveau communication. Puis les premières années de 90 ont et restent jusqu'à maintenant les fréquentations les plus élevées. Donc, ça montre que ça a fonctionné finalement, que c'était une bonne décision de l'envoyer dans cette direction-là. Je trouvais que c'était un lieu charmant, envoûtant et presque céleste pour un gars qui aime l'histoire. Pour quelqu'un qui aime l'histoire, là, c'est assez fort de travailler au phare. En 1994, l'achalandage commence à baisser et on voit ça venir. C'est tout le temps comme ça. Je veux dire, la population locale vient presque pas la première année. La deuxième année, ils viennent. La troisième année, ils débordent. La quatrième année, ils ont tout vu, ils ne reviennent plus. C'est à peu près ça qui se passe. C'est mon homme d'entretien qui venait comme ça, là, au mois d'octobre. J'avais personne pour être guide à cette période-là, mais j'avais gardé un gars qui faisait de l'entretien, puis j'avais demandé s'il pouvait venir me dépanner, puis venir garder le phare. C'était pas grand-chose, là. Je passais le matin, j'ouvrais le phare, puis je revenais le soir, puis il s'en allait, puis c'était fait. Mais il y a une fois que je suis arrivé au phare, puis le gars, il avait mis un costume de soldat. Puis là, je dis, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, le monde aime ça. Il dit, je me promène avec eux autres, puis je lui dis qu'est-ce qu'il y a. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a, puis ils sont contents. Il dit, ils viennent pour avoir des informations, ils veulent qu'on eux parle, qu'il me dit. C'est rentré dans une oreille, puis c'est resté là. Alors, il dit, bon, on va avoir des guides, puis on va essayer de les costumer, puis j'ai travaillé là-dessus l'automne, puis le printemps suivant avec la formation. C'est ce on s'est engagé là-dessus. Là. C'était beaucoup, je veux dire, le type d'animation qu'on faisait, c'était que les gens passent du bon temps au phare. Puis le monde sortait de là, il pouffait de rire, et c'était fou, c'était fou. C'était un autre type d'animation, c'est pas quelque chose qu'on... Ça n'a rien à voir avec le réel, mais ça a quelque chose à voir avec l'imagination, tout ce que c'est qu'on pouvait imaginer dans le phare, comment ça aurait pu se passer, avec pas beaucoup de références, là. Les références étaient assez minimes, sauf les panneaux d'interprétation, les quelques artefacts qu'il y avait en place, là, mais c'était à peu près les seules références qu'il y avait, mais il reste que c'était quand même le fun. Mais quand ça faisait des parades, là, on faisait des parades, là, on avait à peu près... des fois 50, 60, 75 personnes qui marchaient au pas avec des guenilles sur le dos. Puis c'était le fun, là. Ils riaient. Puis là, hey, tu l'as pas, toi. Puis les enfants en avant, puis ça se gonflait le torse. Puis ça jouait au soldat. C'est ça, on jouait au soldat. On voit que au niveau touristique, les jardins publics,
le jardinage, la floristerie, toutes ces affaires-là, ça fonctionne. Il y a beaucoup d'intérêt là-dessus. Je pense que la roseraie, c'était un beau projet qui aurait peut-être pu perdurer, mais qui demandait beaucoup de ressources pour la grosseur du site. Je pense que la synthèse historique, c'est assez comme important, là. Encore aujourd'hui, je pense que les gens s'en servent encore beaucoup. Ça a donné une référence. Les gens, il y avait conscience pour la première fois qu'il y avait une histoire collective. Je pense que c'était important. Et, tu sais, il est arrivé, tu sais, c'est pas arrivé, là, je veux dire, la roseraie, là, c'était pour sortir, continuer le volet touristique qui avait été pris avec le concept d'interprétation. Je pense que le plus gros défi et la personne qui l'a eu le plus dur, je pense que c'est Richard. Puis il y avait beaucoup de courage de gestion à mettre en place. Puis je pense que la ville aussi ne voyait plus la pertinence du Fort Ingalls dans le portrait culturel et touristique. Et a fallu non seulement prendre des directions différentes, mais remontrer finalement qu'on est pertinent pour la ville, pour la population. Et je suis revenu en 2005, pendant 7 ans. Et c'est là, finalement, où j'ai eu davantage la chance de réaliser des choses qui étaient en suspens depuis longtemps, qui devaient peut-être être faites, là. Comme pendant cette période-là, l'exposition. La garnison, ben, c'était un petit peu en, comment je dirais ça, en gestation, parce qu'ils étaient venus des reconstituteurs à l'époque. Puis là, on voyait qu'il y avait peut-être moyen d'habiller nos animateurs en soldats. Il s'agissait de faire l'effort de fouiller un peu, trouver l'argent. L'hiver 2006, ce n'était que la garnison. Essentiellement de la recherche aux États-Unis, avec les reconstituteurs que je connaissais un peu. Et essayer de trouver tout ce qu'il fallait comme élément, où on pouvait acheter les choses, etc. Il y avait un costume déjà qui était dans l'exposition. On a tout ramassé ça. Et puis à partir de ça, ben, on s'est équipé, puis on a fait faire des costumes, puis tout ça. On avait déjà quelque chose pour décoller, qui était ce costume-là, là. Puis tranquillement, ben, Samuel, ben, en rentrant dans la garnison, ben, lui a pogné le crachoir. Puis c'est correct, moi je le laissais faire. La garnison du lac Témiscouata, ça a été vraiment le plus beau projet qui a été fait durant le temps où j'ai été au fort. Sinon, ben, la garnison, ça a été beaucoup de recherche, beaucoup de travail pour aller chercher exactement les bons uniformes, les bons matériaux, les bonnes armes, mais aussi les manœuvres militaires. Ça a été assez long avant qu'on puisse réussir à trouver les bonnes manœuvres. Lui, il était passionné au coton aussi, hein? Mais de toute façon, les flous qui sont rentrés, là, les jeunes qui sont rentrés, là, c'était toutes des grandeurs nature, ça. Donc, il y avait déjà une base de jeu, il y avait déjà une base de règles, et, tu sais, il y avait déjà quelque chose. Ça a parti, là, fulgurant. C'était pas arrêtable. On avait 10 soldats qui venaient pratiquer le samedi dimanche matin ici, avec Sam. Personne chignait là-dessus. Il était au pas, il était... ben regarde, les costumes qu'il y a là, c'était tout plein, ça. Fait que tu comprends, c'est devenu merveilleux, hein. On fait des parades dans le village, le monde capotait. Moi, ce que je voulais, c'est que le fort, là, ben, le Témis, puis Cabano, ils soient fiers de ça. La région se réapproprie le fort. Et moi, j'ai ouvert ça au coton. On a eu des pièces de théâtre, des meurtres et mystères, des mariages. Tu sais, ça a pris un petit peu de temps avant que, là, on retombe sur la terre, puis que là, on commence à regarder le fort. Parce qu'il y avait quand même des choses qui urgeaient. Fait que l'automne, moi, j'ai regardé un peu qu'est-ce que la roseraie avait généré. La roseraie était toujours là la première année où j'ai été guide. C'est quand même des bons souvenirs parce que je me rappelle que moi, j'avais pas de voiture à cette époque-là, donc c'est mon père qui venait me chercher. Les horaires coïncidaient pas tout le temps. Donc, je passais des heures dans la roseraie, le matin parce que j'arrivais trop tôt ou le soir parce que mon père venait me chercher plus tard.
le phare fermait, puis moi, je pouvais passer une demi-heure, 1 heure dans la roseraie. Donc, c'est vraiment des bons souvenirs. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment un très, très beau jardin de roses. C'est sûr que ça a été, je dirais pas une déception parce que ça a été fermé quand même tôt là, dans ma carrière au phare. Donc, je n'avais pas nécessairement l'attachement pour regretter que ça ferme. J'étais d'accord que c'était une bonne décision de la fermer parce que Richard nous expliquait que c'était coûteux à entretenir puis que c'était pas nécessairement dirigé dans la mission du phare. Mais on l'a senti quand même, là, quand ça a fermé, beaucoup moins de fréquentation parce qu'il y avait des autobus qui venaient visiter la roseraie, mais qui n'étaient pas nécessairement intéressants vers le phare. Donc, il y avait du plus et du moins, là, ça amenait des gens, mais ça ne centrait pas nécessairement le site sur sa mission de site historique. Bon, là, ça va être l'expo. Il faut faire l'expo. C'est là que je savais que je m'en irais, là. J'ai dit, là, il faut faire l'expo. Pour moi, je l'ai fait à la fin, mais au début, c'était ça, là. C'était plus important pour moi l'animation que l'exposition, parce que si l'animation est bonne puis l'exposition est médiocre ou dépassée, ça va paraître moins. Alors pour moi, ce qui avait de plus important, c'est mettre des humains ici, là. C'est le côté historique, là, du personnage. Là, s'ils sont habillés de même s'ils ne parlent pas anglais, c'est moins grave. Mais au moins, ils sont habillés comme des soldats anglais. Puis ça a très bien servi pour l'exposition, hein, la garnison. Donc, mon raisonnement était correct parce que si j'avais commencé par l'exposition, on n'aurait pas l'exposition avec les soldats dedans. Fait que c'est ça, non, l'exposition, il fallait vraiment. On a monté un projet, ça a été quand même assez long. Il y a eu plusieurs itérations avant que finalement le ministère accepte notre projet et qu'on ait la subvention pour le réaliser. Le camping, il est revenu autonome du ministère. Donc, moi, je regardais le terrain en bas. Ah, beau terrain. C'est un des beaux terrains à Cabano. Dans le dortoir sud, la première réaction que j'ai eue, ça, là, on vide ça. Il n'y a rien là-dedans. C'était où étaient les lits. J'ai dit, là-dedans, on fait un vrai dortoir. Je trouvais que c'était agréable. Il y avait des gens qui aimaient être là. Ça faisait partie ça faisait partie de ramener les gens puis d'être bien au fort, tu sais. C'était complexe, mais le camping était plein. Tout le temps plein. Tout le temps plein. Puis il y avait des gens en bas, il y avait des gens ici. Le directeur était content. Quand le camping a ouvert, on trouvait ça une bonne idée parce que la berge était accessible. Pendant les années que ça a duré, c'était intéressant. Après, quand je suis devenu directeur, là, c'est devenu plus un fardeau parce que là, il a commencé à avoir des problèmes avec le camping, donc des installations qui n'étaient pas adéquates. Le camping n'avait pas fini de payer son investissement, que déjà, il fallait remettre beaucoup d'argent dedans pour le rendre fonctionnel. Là, c'est devenu vraiment un fardeau parce qu'on ne pouvait pas le fermer parce qu'il nous rapportait des revenus. Mais en même temps, pour continuer à l'opérer, il fallait investir massivement. Donc, moi, quand j'ai quitté, on est encore sur cette décision-là de est-ce qu'on investit dans le camping ou est-ce qu'on le ferme. C'était une façon quand même d'utiliser le site, mais ça détournait la mission originale qui est de mettre en valeur le Fort Ingalls au profit de mettre en valeur la berge, qui est magnifique. On sait que c'est un panorama incroyable. Je pense que le plus grand leg du camping, ça aurait été de pouvoir accéder à la berge avec un chemin qui permet de s'y rendre et les travaux de drainage aussi qui ont été faits, qui permettent aujourd'hui d'avoir une connexion avec le parc national puis qu'on ne se voit pas dans un marécage. Mais je pense que c'est pas mal ce que le camping va rester comme leg au Fort Ingalls. Fait que j'avais décidé en fait en 2011 que je m'en allais en 2012 parce que je voulais former Sam. Fait que Sam a pris ça, puis il n'y a pas eu de cassure vraiment avec Sam, là. Puis il a bien fait les travaux, puis il a bien fait ça. Puis il a changé des affaires, mais... Richard, c'est lui qui m'a tout montré finalement. C'est lui qui m'a montré comment on remplissait des demandes de subvention, puis comment on allait cogner à la porte du ministère pour faire valoir son point, puis comment on défendait aussi la cause du phare. Donc, c'est lui qui m'a tout montré. Puis il l'a fait aussi de façon très, très humble. Parce que c'est moi qui ai été chercher le trophée sur le stage. Mais finalement, Richard l'a amené jusqu'au bout quand je pense à l'exposition permanente. J'ai été chargé de projet, j'ai fait de la recherche, j'ai travaillé là-dessus, mais
C'est lui qui a été chercher tout le financement puis qui a mené le projet jusqu'au moment où moi, je prenne les rênes puis je livre le projet. Ça a pris quand même beaucoup de courage pour ramasser le phare là où il était, avec une fréquentation très, 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 très basse, et à réussir à quand même réaliser une partie de ça, donc le camping, l'hébergement historique en dortoir, mais de garder vraiment l'essence du site historique, puis en plus avec la garnison, d'amener tout ce côté-là authentique. Ça prenait quelqu'un qui avait quand même beaucoup de vision pour réaliser ça. Fait que je pense que ça a été vraiment un des moments charnières là, dans l'histoire du phare. Il y avait des travaux majeurs à faire, donc il y avait un carnet de santé qui avait été fait, je crois, en 2005. Et là, on est presque 10 ans plus tard, et les bâtiments sont en très mauvais état, au point où les réparations qui auraient dû être faites ont endommagé les structures sous ces éléments-là. Donc, les cadres de fenêtres qui ne sont pas changés font que les poutres sont maintenant pourries, les poutres en sous-sol, les toitures. Le phare était vraiment dans un mauvais état, puis visuellement aussi, là, ça paraissait. Et puis après, bien, ça a été la réalisation de probablement du plus beau projet que j'ai eu à faire dans ma carrière au phare. Le dernier grand projet, finalement, que j'ai fait avant de partir, où on a pu faire des travaux majeurs sur l'ensemble des bâtiments, sauf sur la palissade, où on a pu restaurer les toitures, les poutres en sous-sol, les fenêtres, les portes. Donc, ça a été des travaux vraiment majeurs, puis aussi d'améliorer les infrastructures, les salles de bain, améliorer le chauffage pour rendre le phare plus utilisable l'été, mais l'hiver aussi, parce que c'était difficile d'utiliser le phare l'hiver. Donc, ça a été vraiment un beau projet où on a pu travailler avec des entreprises du Témiscouata qui ont pu vraiment montrer leur expertise pour travailler sur des bâtiments historiques, autant en ébénisterie qu'en maçonnerie. Ça a été incroyable de voir à quel point là, on avait finalement ces corps de métier-là, même s'il n'y a pas beaucoup de bâtiments historiques au Témiscouata. On a pu aller chercher ces gens-là. C'est une économie aussi parce que l'argent qui est investi dans le phare retourne à des entreprises du Témis qui font des profits sur un projet culturel. Donc, la culture, c'est ça aussi. Hein. C'est pas juste des investissements qui permettent de continuellement restaurer des bâtiments, mais ça permet aussi de donner des contrats à des entreprises locales. Puis ça revient un peu à cette idée-là de la construction initiale du phare, où finalement, c'était aussi une économie, une façon de donner des emplois en région. S'il n'y avait pas eu de bénévoles là-dedans, il n'y aurait jamais eu de phare Engal, là. On dit qu'il y a eu beaucoup d'intervenants, beaucoup d'argent, mais on ne parle jamais de toute la quantité de bénévolat qu'il y a eu là-dedans. C'est pendant des décennies, là. Ça n'aurait jamais fonctionné sans ça. Je trouvais ça important que quand des personnages de marque viennent à Cabano ou dans le Témiscouata, peu importe où tu es, là, les amener au phare pour qu'ils réalisent que la qualité du phare, là, parce que c'est incroyable le nombre de fois les personnes qui m'ont dit. C'est incroyable ce que vous avez, là, la qualité des bâtiments, comment la reconstruction est super bonne, tu sais, c'est bien fait, c'est énorme ce que vous avez. Puis de le dire à nos élites qui viennent nous visiter, ça aurait été le fun, tu sais. Les 50 prochaines années du Fort Engal, je souhaite que ce soit le meilleur. Puis j'entends des coups de canon, puis à toutes les fois que j'entends un coup de canon, je pense à mon père. Là. Je pense au phare. C'est toujours charmant d'être ici. Là. Ce que je te dis, là, j'ai l'impression de revivre un peu, comment je dirais ça, de vivre dans l'histoire. Le phare, pour moi, c'est comme un endroit où tu vas toujours te sentir chez toi. C'est comme la maison d'enfance que tu redécouvres à chaque fois. Puis, de voir le phare en mauvais état, c'est toujours quelque chose qui fait mal parce que c'est chez toi, c'est ton phare. Mais aussi, à chaque fois que tu le vois, c'est comme toujours une découverte de le revoir, de le redécouvrir. Puis moi, à chaque fois que je vais au phare, je suis toujours impressionné de voir à quel point c'est un lieu exceptionnel.
On parlait un peu de l'intérieur de ces bâtiments. Vous allez y avoir quoi? Vous allez reconstruire les scènes qu'on pouvait voir à l'époque du Fort Ingalls? La vie qu'il y a à l'intérieur va être exactement pareille. Maintenant, il y a quelques bâtisses que nous allons utiliser afin de faire des expositions, parce qu'on veut que le fort soit animé, qu'il y ait de la vie dedans, et non pas un espèce de monument inerte. Les travaux de reconstruction des principaux bâtiments du Fort Ingalls, entrepris au cours de l'été 1973, laissent entrevoir des possibilités de développement touristique qui seraient un apport précieux pour la région de Cabano. La vocation du fort qui renaît et son utilisation future suscitent un intérêt particulier parmi la population locale. Plusieurs groupes, organismes sociaux et gens du milieu entrevoient déjà une foule d'activités qui pourraient être exercées au fort. Centre d'animation culturelle, musée, artisanat, poste de relais relié au sentier du Grand Portage, sans oublier son intérêt historique primordial. Le Fort Ingalls est donc appelé à devenir le point d'impact touristique de la région de Cabano et de la vallée de la Témiscouata. L'histoire le racontera sûrement un jour.